On est souvent d'accord avec ce qui est partagé par nos invités, mais pas toujours. Donc, s'il vous plaît, tenez-nous-en pas trop rigueur. L'objectif, c'est d'échanger ouvertement afin de mieux se comprendre. Alors, bienvenue chez vous et bonne écoute. Bonjour, bonsoir, bienvenue à Maudite Marge, le podcast sur la marginalité et la jeunesse dans Marge 12-17. Je me présente Tristan Delorme, je suis le directeur de l'organisme et aujourd'hui je suis très content parce que c'est un épisode spécial. Je dis souvent ça quand même, que c'est un épisode spécial. Ben là, il est vraiment spécial parce que oui, c'est la jeunesse, oui, c'est la marginalité, c'est bien important, mais on offre quelque chose d'assez essentiel aussi dans notre ressource qui est le soutien et l'accompagnement aux familles de ces jeunes-là et des jeunes qui sont touchés par diverses problématiques qu'on a abordées déjà sur le podcast. Mais on n'a pas eu trop l'occasion de parler de ce soutien-là aux familles. On l'a abordé brièvement avec Anne qui était venue la première saison un peu. On a une autre Anne qui va peut-être être là aujourd'hui par contre pour nous étoffer ça plus de son côté institutionnel. Mais sans aller trop en détail, on va parler de familles. On va parler de familles qui sont touchées par la fugue, par les risques qui sont liés à la fugue aussi. Donc, on parle d'exploitation sexuelle, on parle de violence, on parle de dépendance, etc. Donc, bien intéressant, bien à part un peu, puis ça vient illustrer quand même un pan important de ce qu'on offre en marge et dans nos partenariats. Alors, je passe la balle rapidement à mes collègues partenaires en face de moi qui sont venus nous jaser un peu de ça aujourd'hui. Bonjour, allez-y dans l'ordre que vous voulez. Je vais y aller. Salut! Salut, moi c'est Louis-Alexandre. Je suis intervenant en Marge 12-7 depuis 3 ans maintenant et 1 mois. 3 ans, ouais. 14 jours. Chaque seconde compte. Donc, ça fait à peu près 2 ans et demi que je suis au volet famille. Moi, avant, je travaillais en itinérance adulte. J'ai un parcours en travail social aussi. Et voilà, c'est ça la présentation. Ouais. Bien content d'être ici. Ben, on va en apprendre plus sur toi, c'est certain, dans les prochaines minutes. Et à côté de toi, oui. End the Stigma. Yes. Donc, bonjour, moi c'est Anne, infirmière intervenante à Aire ouverte Montréal, métro Berry et métro Lionel Groulx. Moi, ça fait 3 ans environ que je suis à Aire ouverte métro Lionel Groulx, Berry, métro Lionel Groulx. Ça a changé de nom. Centre-Sud, c'est ça, mais là, il y a un nouveau nom. C'est Montréal, Berry et métro Lionel Groulx. Puis dans le fond, donc je disais ça fait 3 ans que je suis là. J'ai aussi un passé où j'ai travaillé comme infirmière dans les centres jeunesse de Montréal, puis majoritairement en jeunesse et en santé mentale jeunesse dans mon parcours. Voilà. Donc, quand même touché par l'intervention auprès des familles. Toujours, parce que jeunesse égale famille. Et famille égale jeunesse. Voilà. Merveilleux. Ça vient ensemble. Yes. Voilà. Sans plus attendre. Tout le monde le connaît, tout le monde le sait. Si vous êtes rendu à l'épisode 7 de la saison 2, vous avez probablement déjà écouté un épisode. Mais derrière nos invités, on a une toile de la marginalité qui commence à être très, très, très dense. Et je me demande même qu'est-ce qu'on va faire pour la saison 3, potentiellement, parce que ça commence à être rempli. On a beaucoup d'objets, puis vous allez le voir quand je vais arrêter de parler, puis ça va aller vers eux autres, mais on va rajouter des objets aujourd'hui à notre toile de la marginalité parce qu'on a 2 personnes qui nous amènent chacun leur objet qui représente la marginalité, mais à leur saveur bien particulière. Donc, on va y aller avec Anne pour commencer cette fois-ci. Tout à fait. Alors, je voulais amener quelque chose qui n'avait pas été déjà amené, donc j'ai travaillé quand même fort. Donc, j'amène un cadenas qui est déjà barré et qui n'a pas la clé. J'ai pris marginalité, mais à Aire ouverte, on travaille beaucoup avec les gens qui sont vulnérables. Donc, j'ai pris marginalité, mais vulnérabilité au sens large. Parfois, le fait d'être hors de la norme, etc., ça fait qu'on a des portes qui se barrent autour de nous, des difficultés d'accès à certains services pour plein de raisons, la façon dont on se présente, les préjugés que les gens ont envers nous, etc., plein de barrières. Puis quand on n'a pas la clé, c'est vraiment difficile
d'avancer puis d'avoir accès à quelque chose. Puis nous, à Air Ouverte, ce qu'on essaie de faire, c'est d'aider les gens à trouver leur clé. On la donne pas. On essaie de les aider à travailler ou en tout cas d'arriver à trouver eux-mêmes leur clé. Un peu comme quand on dit à quelqu'un, on donne pas du poisson, on apprend à pêcher. C'est un peu ce qu'on fait à Air Ouverte. Donc voilà, magnifique cadenas pour moi. Puis il est un peu rouillé, là. Il a lu la vie un peu poquée. Puis ça faisait tout son sens. Mais juste pour être clair, là, vous offrez pas de poisson à Air Ouverte. Si on n'a pas de poisson ni de canne à pêche. On offre des condoms, par contre. Okay. Mais pas de poisson, pas de canne à pêche, malheureusement. Un remplacement potentiel. Voilà. Puis est-ce que tu as la clé du cadenas? Malheureusement, la clé est égarée depuis un bout parce que justement, il a vécu la guerre. Fait que, tu sais, ça serait une bonne mission de retrouver la clé. Peut-être qu'on va la trouver ensemble aujourd'hui. Peut-être. Pas impossible, mais peut-être beaucoup de travail derrière ça. Puis peut-être que ça va prendre plusieurs personnes autour pour chercher cette dite clé. Voilà. Merci. Je suis vraiment content parce que c'est un super bel objet et c'est très petit, donc ça va bien fitter. Ça va bien fitter. Louis, qu'est-ce que tu as avec cool. toi? Bon flash. Moi, j'ai ça là. Vous voyez ici, c'est une œuvre d'art qui va orner les tablettes. Tu peux la montrer bien, peut-être. Là, même le cadenas, si tu veux. C'est un pissenlit. Pourquoi le pissenlit? En fait, hier, je cherchais un objet, je regardais chez moi, puis j'ai eu un flash. Puis le pissenlit, je trouve que c'est une plante résiliente. Donc, c'est une plante que souvent on veut pas sur notre gazon, mais on se rend compte, j'ai lu un article qu'apparemment il y a un remède potentiel pour le cancer avec le pissenlit. C'est plein de vitamines, très bon dans les salades. Fait que pour moi, ça me faisait penser à la marginalité, quelque chose qui peut nous apprendre et nous amener des solutions. Tu sais, c'est quelque chose que la société essaie d'oublier, essaie de mettre de côté, mais qui nous apprend beaucoup sur la résilience, sur le fait que ça pousse même dans les craques de trottoir où ce qu'on veut pas que ça soit, et ça trouve toujours une façon d'être. Et que derrière quelque chose qu'on voit comme une mauvaise herbe, il y a plein de possibilités de belles choses. C'est un peu l'image... Je te vois, Tristan, t'es dubitatif. Non, je suis pas dubitatif, je suis impressionné. J'ai la même face que j'avais il y a 2 semaines quand Audrey a amené sa patate derrière toi. Je trouve ça vraiment beau. Surtout, je suis très content que tu m'as amené un pissenlit un peu immortalisé là-dedans, puis pas juste un vrai pissenlit. Non, c'est ça aurait été poche un peu. Oui, je sais pas où tu l'aurais trouvé en novembre non plus. Peut-être que les pissenlits poussent en novembre à quelque part. Peut-être. C'est tellement résilient. Mais c'est beau, immortalisé là-dedans. Ouais. Oui. Wow, je pense que ça vaut la peine que tu le remontres à la caméra un peu là, pour qu'on voit bien comment il est. Peut-être plus proche, si tu veux. Je peux peut-être le montrer comme ça, juste pour voir. Wow. C'est comme la fragilité qui... Ouais. Si on enlevait la petite bulle, ça se mettrait à tomber, mais là... Exact. Je sais pas comment on fait. C'est nous autres qui est comme l'espèce de petite bulle autour? Oui, c'est ça. Ça. La famille, la famille, les proches, on vient protéger les petits pissenlits des intempéries. Puis là, tu nous fais don de ça? Je fais don de cette œuvre. Je trouvais que ça avait sa place ici. Je suis prêt à m'en départir. Wow. Ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Plaisir. Écoutez, les familles. Les familles. Pourquoi œuvrer auprès des familles? Qu'est-ce qui vous amène d'abord, avant de se lancer un peu dans l'intervention, les approches, tout ce qui rentre là-dedans? Pourquoi ça vous tente de travailler avec les familles? Y a-t-il quelque chose qui vient vous chercher particulièrement de cette, ouvrez les guillemets, clientèle? Je peux peut-être commencer là, un peu, puis peut-être mettre une petite parenthèse sur qu'est-ce qu'on fait à Air Ouverte, parce que des fois, c'est pas super bien connu, ou en tout c'est bien connu, mais des fois, c'est pas clair qu'est-ce qu'on fait, parce qu'on a un mandat très large. Donc, nous, en fait, à Air Ouverte, on vise à offrir... On est un service du réseau de la santé, tout d'abord, là. Puis, c'est un programme qui est offert à travers tout le Québec. Donc, on est 5 aires ouvertes sur l'île de Montréal, mais il y en a aussi aux îles de la Madeleine, à Québec, etc. Puis, chaque aire ouverte dessert la clientèle de son secteur ou plus ou moins avec les besoins de la clientèle de son secteur. Donc, nous, Air Ouverte étant plus au centre-ville, on a la clientèle un peu plus marginalisée, la communauté LGBTQ+, les familles immigrantes, allophones ou anglophones, ou etc. Donc, on a toute cette clientèle-là qu'on dessert. Puis, on dessert les gens de 12 à 25 ans et leurs familles.
Fait que c'est toujours ça. Puis ce qu'on entend par famille, c'est parents, paternels, sœurs, frères, etc., mais aussi les proches en général. Puis on vise à offrir des services à court terme ou moyen, long terme, même ponctuel, je dirais, pour les jeunes, autant en santé mentale, santé sexuelle, démarches administratives, recherche de logement. Puis là, je pourrais continuer à dire plein de choses par rapport à ça. Fait qu'on offre des choses très variées aux familles, en fait. Ça peut aller autant du parent qui s'inquiète pour son ado parce qu'il n'est pas capable de lui parler, que de la famille immigrante qui vient d'arriver puis qui n'a aucune idée de comment faire ses cartes d'assurance maladie. Fait que, on a vraiment un large spectre. Puis comme on est une équipe multidisciplinaire, ben on peut offrir plein de choses à ces familles-là ou en tout cas dénouer plein de problèmes, chercher plein de clés, comme je disais tantôt avec mon cadenas. C'est qui votre équipe multidisciplinaire? Ben, en fait, on est des infirmières, comme moi, mais on a aussi travailleurs sociaux, éducatrices, on a des ARH ou agents de relations humaines, et éducateurs spécialisés, travailleurs sociaux, sexologues, psychologues. On a des médecins qui travaillent avec nous aussi, des psychiatres. Donc, on a vraiment une équipe très variée. J'espère avoir oublié personne de mes collègues. Mais on a des parents aidantes aussi. Fait que des fois, ça peut dénouer certaines situations d'avoir quelqu'un qui a un vécu expérientiel. Voilà. Très large équipe qui offre vraiment beaucoup de choses aussi. Bien, je vais pivoter. On va y aller un peu avec vos présentations de ce que vous faites. Puis après, on ira peut-être plus dans quelque chose. Pas de problème. Parce que là, me viennent plein de questions, mais je veux quand même laisser la chance à Louis d'étaler un peu ce qu'il fait. Pourquoi il le fait après? Pourquoi je le fais? OK, ben, qu'est-ce qu'on fait en marge? On va la famille, on accompagne. Oui. Parce qu'on est un centre d'hébergement pour jeunes mineurs. En marge 12-17. 12-17, c'est les jeunes, là. C'est pas les familles. Mais pourquoi est-ce qu'on parle aux familles? Ben, on n'a pas le choix. Non, mais sans blague, les jeunes qui viennent en fugue chez nous, ben, tu sais, le deal qu'on a avec eux, c'est qu'après 2 à 3 nuits, après 3 nuits, on va contacter parents, centre jeunesse, personnes autorisées lorsque le jeune est sous la DPJ. Tuteur, tutrice légaux. Tuteur, tutrice légaux, c'est ça. Et donc, les contacts parents, c'est une partie de ce qu'on fait, mais c'est ça. Donc, c'est un passage obligé. Donc, on parle aux parents des jeunes qui sont en fugue pour refaire un lien avec eux. Souvent, les jeunes, ils quittent puis ils sont pas en lien avec la famille, avec le centre jeunesse. Parfois, oui, mais souvent, il n'y a plus de contact. Et nous, notre travail, c'est d'essayer de reconstruire des ponts avec le milieu du jeune. Fait que ça passe par la famille, donc donner des nouvelles aux parents qui s'inquiètent souvent beaucoup, qui vivent un paquet d'émotions en lien avec la situation de leur jeune. Et bon, souvent, cet espace-là, pour faire les contacts, donc ça peut être très court, comme ça peut prendre 1 heure, dépendamment du parent. On va leur donner un espace pour pouvoir ventiler, essayer de comprendre aussi cette fugue-là, d'où ça vient, comprendre c'est quoi le contexte à côté de la situation du jeune, parce que le jeune nous amène son point de vue à lui, mais il y a toujours plusieurs points de vue qui nous aident à comprendre pour voir est-ce qu'on peut avoir des leviers pour essayer d'aider le jeune à cheminer dans cette fugue-là, comprendre... parfois, c'est des fugues familiales ou des fugues du centre jeunesse, mais comprendre qu'est-ce qui s'est passé vraiment. C'est ça. Donc, c'est un premier travail qu'on fait avec les familles. Donc, j'ai une partie, à chaque journée que je travaille, j'ai une partie du temps que je contacte les parents pour les contacts. Pas juste les premières fugues non plus, mais après chaque retour subséquent, dans le fond. Fait que c'est quand même pas mal de contacts. Là. Oui, il y a des parents que finalement, on se connaît assez bien là, au fil des années, des mois, parfois les jeunes vont fuguer pendant plusieurs années. Ben, on contacte les parents à chaque nuit. Donc, tu sais, je disais le premier 3 nuits. On l'a sûrement expliqué dans un autre podcast. Là, mais... Oui, allez voir. On va le mettre dans la description exactement, le timetable. Voilà. Ça serait bien. Quand même. Mais, donc, ça, c'est une première chose qu'on fait. Donc, c'est vraiment, ça vise à recréer un lien, essayer de faire du sens de la fugue avec le parent, valider les émotions, l'impuissance, la honte, la culpabilité, tout ce que les parents peuvent vivre. Et donc, ça, c'est une partie de ce qu'on fait.
Puis là, de là, Ouais. a émané quelque chose un peu. Là, tu dis, tu leur parles à chaque semaine, à chaque mois, à un moment donné, quelque chose qui se crée, j'ai l'impression. Oui, mais on a vu que les parents ils avaient besoin parfois d'un peu plus d'accompagnement et de soutien dans leur situation. Donc, le volet famille a pris un peu plus de place. Je pense que dans le passé, dans la marge aussi, il y avait plus d'activités, mais on s'est dit on peut offrir un accompagnement un peu plus soutenu pour les aider à accomplir les objectifs. C'est assez large, mais c'est vrai que c'est large. Qu'est-ce qui est important pour eux? Donc, dans la relation avec leurs jeunes, ça peut être mettre des limites à la maison, essayer de mieux collaborer avec la DPJ, faire valoir leurs droits à ce niveau-là. D'y aller en approche globale. On parle souvent avec les jeunes aussi, mais il ne faut pas l'oublier qu'on peut le faire avec les familles, avec n'importe quelle personne. Donc, tu prends la personne où est-ce qu'elle est, puis tu essaies de voir un peu, de la voir différemment que le jeune voit, ou que les centres jeunesse la voient, ou que la police va les voir, puis d'essayer de voir toutes les facettes de cette personne-là. Puis d'où est-ce qu'elle veut partir, puis où est-ce que tu t'en vas avec elle. Exact. Oui, c'est d'offrir un accompagnement alternatif, qui n'est pas nécessairement centré sur les problématiques, mais sur toutes les facettes de la personne, des personnes. Puis ça peut se faire un parent à la fois, les deux parents, des fois la famille au complet, la grande sœur, les parents. Des fois, tout le monde est impliqué. Ça s'appelait parents avant, mais là, c'est famille. Là, fait qu'on a étendu ça. Ça peut être proche, les amis de la famille, tous les gens qui sont impliqués dans l'entourage des jeunes. Et finalement, s'il y a quelque chose à retenir, c'est que l'objectif, c'est qu'il y ait un lien qui se maintienne au travers du temps. Parce que tous les milieux ne sont pas parfaits, mais c'est les parents, souvent, qui vont rester dans la vie des jeunes après 18 ans, quand la DPJ ne sera plus là. Donc, on veut aider les parents à maintenir un lien avec leurs jeunes parce qu'on sait que c'est disons, si on se projette dans le futur, mais c'est le contact avec la famille qui est un des éléments les plus protecteurs pour les situations d'itinérance. Donc, quelqu'un qui va avoir des liens avec sa famille, du soutien, ça va le préserver dans le futur. Puis d'autant plus qu'on le sait que la transition vers l'âge adulte, 18, moi, c'est ça, c'est du 12-25, mais nous, la majeure de notre clientèle qui vient, c'est plus le 18-25 ans, je dirais. Puis, on le sait que cette période-là, charnière, tu dis la fin de la DPJ ou etc., c'est des moments où est-ce que si t'as pas d'entourage, si t'as pas de gens autour de toi, ben ça peut vraiment porter préjudice à la personne ou ça peut vraiment des fois aller compliquer l'accès à plein de choses ou un saut dans le vide. Exact, tout à fait. Puis quand t'as pas ça va être très cucu, mais de filet de sécurité en dessous pour te rattraper, ben ça peut être très challengeant. Ouais. Voilà. Puis vous travaillez les deux avec la famille. Rapidement, on pourrait se dire, ben là, ils font la même affaire, ces deux personnes-là. Comment ça? C'est quoi qui est différent d'aller chez Air Ouverte que d'aller en marge quand on a besoin de soutien de la part d'une famille? Que ce soit frère, oncle, sœur, quoi que ce soit. Ben, je vais tout d'abord, à Air Ouverte, on fait partie de l'institutionnel, on l'a nommé tantôt, du réseau de la santé. Donc, on a, je dis pas que c'est différent en marge, mais on a des barrières légales parfois dans nos interventions. Tu as parlé tantôt de DPJ, les signalements, ces choses-là, parfois ça peut effrayer certaines familles parce qu'ils pensent qu'on va le faire dans leur dos, etc. Au niveau de nous, les approches qu'on utilise à Air Ouverte, on est beaucoup plus dans la transparence avec les familles. Si tu viens chercher de l'aide, nous, notre mandat à la base, c'est d'être un no wrong door. Donc, si quelqu'un se présente à Air Ouverte, ça se peut qu'on soit pas du tout la bonne place pour cette personne-là, mais on va l'accueillir un peu comme tu as dit, dans le ici maintenant, on le prend où est-ce que la personne est, puis on va l'aider à naviguer ensuite dans le réseau de la santé, dans les organismes communautaires, dans toutes sortes de choses. Fait que, tu sais, on a des fois les mêmes parents qui, leur enfant est en marge en ce moment, mais vont venir à Air Ouverte pour avoir de l'aide. On va les référer des fois au soutien en marge en disant ils sont encore mieux équipés que nous. Mais là, pour l'assurance maladie, ça se peut que c'est peut-être mieux d'aller voir. Peut-être que c'est nous. Pour des services en santé mentale, peut-être que c'est nous. Je vais prêcher pour ma paroisse, mais des dépistages ITSS, la contraception, c'est peut-être plus avec nous que ça va avoir du sens. Fait, c'est tout ça, mais l'intervention auprès des familles, comme je disais, c'est que
dans la vie d'un jeune, ton entourage, c'est essentiel à ton développement. Fait que, tu sais, on travaille autant avec les parents qui s'inquiètent pour leurs jeunes. Ça serait pas bénéfique d'offrir juste des services aux jeunes. Si en marge vous travaillez juste la fugue avec le jeune, ça donnerait probablement pas les mêmes résultats que si on implique le parent à essayer de dénouer la chose là aussi. Là. Donc, voilà. Fait qu'à Rouverte, je dirais que peut-être que la différence de qu'est-ce qu'on fait, c'est dans la durée de temps aussi. On a pas, tu sais, plus dans le ponctuel, dans le court terme. S'il y a quelque chose qu'on vise plus du long terme, des fois, on va se tourner vers d'autres choses. Et puis, on a l'aspect légal, là, je ne vais pas trop m'éterniser là-dessus, mais qui est différencié aussi, là, étant donné... En marge, nous, les lois, on regarde pas ça. Voilà. Ben, on fait le contraire, en fait, de ce qui est écrit, idéalement. Exact, tout à fait. Non. Mais je veux dire, nous, on vous aime pour les signalements, parce qu'on aime ça. Venez-vous-en, viens m'aider. Oui, c'est ça. Vous les envoyer. Va voir Anne, elle va te signaler. Non, c'est pas comme ça qu'on fonctionne. Je veux pas que les gens pensent que c'est ça qu'on fait. On travaille beaucoup en partenariat avec vous, justement. Là. Si on sait que le jeune est en marge, on va limiter le temps où il va y avoir un délai avant qu'on signale pour plein de raisons. On respecte la loi, mais on essaie le plus possible, en fait, de pouvoir offrir des services pérennes dans le temps. Fait que si le jeune a peur de revenir chez nous après, bien, ça donne rien, on n'a pas fait la bonne intervention. Voilà. Ça résonne comment, Louis, tout ça? Ben, comme quoi, amener une sécurité dans le court terme, des fois, ça nuit à la sécurité au long terme. De tolérer un peu plus de risques, ça permet d'avoir des liens de confiance pour que les gens puissent revenir au fil du temps. Mais oui, ça fait beaucoup de sens. Puis, tu sais, je pense que pour répondre à la question, c'est peut-être dans la durée de temps. Avec les parents, on donne, tu sais, il n'y a comme pas de limite de temps de l'accompagnement qu'on peut donner. Il y a des gens que ça fait au-dessus de 100 rencontres que j'ai avec eux. Ça peut être... Puis des fois, c'est assez large, là, le type d'accompagnement, d'aider à remplir, faire des tâches administratives, à aller faire une rencontre qu'on va aller réparer le vélo à l'atelier Beckham parce que ça... C'est ça le besoin de la personne. En même temps, on est dans l'informel, puis on peut parler de tout c'est un prétexte aussi pour se rencontrer, puis pour parler de qu'est-ce qui se passe dans la vie de la personne. Et donc, c'est ça, le jeune aussi n'a pas besoin... On parlait des jeunes qui viennent... on est en contact avec les parents des jeunes qui viennent à la ressource, mais le jeune n'a pas besoin d'être impliqué. Donc, c'est des parents... La plupart ou plus que la moitié de mes suivis, c'est des parents qui ont contacté En Marge parce qu'ils ont été référés par un partenaire à Rouverte ou CAF aussi, Crise Ado Famille Enfance, nous réfère beaucoup de personnes aussi. Justement, dans les cas où le jeune ne veut pas de service, ne veut pas d'intervention et le parent a besoin de soutien. Donc, soutien pourquoi, mettons? Qu'est-ce qui ressort le plus? Qu'est-ce qui ressort? Ben, c'est beaucoup, des moments charnières, c'est beaucoup dans la transition de l'enfance à l'adolescence et de l'adolescence à l'âge adulte. Oui, on est en marge 12-17, mais l'accompagnement des parents, c'est plus des parents de jeunes de 12-25, là, mettons, comme Mère Ouverte. Fait que c'est de comprendre comment les besoins du jeune peuvent changer en passant de l'enfance à l'adolescence, comment la posture du parent aussi est amenée à changer et normaliser beaucoup de choses aussi. C'est-tu normal? On chicane, il y a des conflits, souvent ça fait partie de l'adolescence. Fait qu'il y a une partie d'éducation, de parler, c'est quoi l'adolescence? C'est quoi tous les changements qui se produisent? Donc, accompagner dans ces transitions-là, ça peut être... on va aussi de plus en plus dans les rencontres avec la DPJ pour faciliter la collaboration, disons, dans souvent des situations où les gens ne sentent pas que leurs droits sont respectés ou que même... Là, je parle de droit, mais c'est leur vision de leurs jeunes ou qu'est-ce qu'ils aimeraient. Ils se sentent mis de côté des fois par les intervenants. Puis ça peut être fondé ou pas, là, c'est pas ça l'important, mais c'est souvent d'amener une présence, de se sentir épaulé face à cette institution-là qui on a des gens avec beaucoup de capital, qui ont font des évaluations, qui sont capables d'amener les choses face à des parents parfois qui n'ont pas ce même capital-là, puis que ils n'ont pas nécessairement les moyens pour pouvoir défendre leur vision ou leurs droits. Fait que, L'exprimer, c'est ça. Fait que ça, c'est une partie de qu'est-ce qu'on fait, mais c'est assez... Qu'est-ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est super varié. Là. C'est autant des situations de fugue, il y en a beaucoup aussi. Comment on fait pour gérer la fugue? Est-ce qu'on envoie de l'argent aux jeunes? Est-ce qu'on met des limites ou pas? Moi, souvent, j'ai pas toutes les réponses, mais je suis là pour aider, trouver qu'est-ce qui fait du sens pour la personne.
Moi, j'ai pas d'enfant. Hein? Fait qu'au début, les parents me disent « Hey, je sais pas, qu'est-ce que je fais à la maison, là? Ça marche plus. » Là. Puis là, je pensais qu'il fallait que je trouve toutes les réponses. Puis souvent, la question, c'est « Qu'est-ce que vous faites déjà? » Puis de partir de là. Voilà. Dans les compétences parentales, mais surtout dans le sentiment de compétences parentales aussi, qui est à développer ou renforcer. Parce que on revient à ce que vous disiez au début, là, c'est la base, c'est d'avoir des liens solides. Fait que même s'il y a des désaccords, qu'il y a des liens qui demeurent quand même. Tout à fait. Exact. Puis tu parles beaucoup, c'est ça, les tranches charnières, mais nous, à Air ouverte aussi, des fois, les parents, leur enfant a 22, 23 ans, ça demeure un enfant quand même pour le parent. La relation demeure la même si c'est rendu un adulte. Puis les services en jeunes adultes sont vraiment moins présents. C'est parmi les enjeux qu'on a en ce moment dans notre société, mais je veux dire, un délai d'attente au CLSC pour des services en santé mentale adulte, on parle de mois, fait que la personne qui va être avec toi dans le day-to-day, c'est ton parent parce que il y a pas de logement en ce moment puis tu habites encore chez tes parents à 22 ans. C'est ça la réalité en ce moment. Fait que les parents n'ont pas le choix d'être impliqués dans le rétablissement de leur enfant, dans la continuité du développement, dans plein de choses, fait que c'est vraiment important. Puis nous, c'est la majeure qu'on voit à Air ouverte, là, mon enfant est dans le sous-sol, mon enfant puis la personne a 23 ans, là, puis il joue aux jeux vidéo toute la journée. On a peur qu'il y ait peut-être des symptômes psychotiques. On a peur que je sais pas comment le faire sortir. Il veut pas chercher de l'aide. Mais même, oui, vas-y. J'ai vu ton interrogation. Je fais toujours des réactions. Je ne vais pas t'interrompre pour ça, mais dans le fond, vous êtes no wrong door, mais vous êtes no wrong phone number non plus. Exactement. Et en fait, nous, on fonctionne... Exact, as-tu compris? Nous, en fait, on fonctionne soit... Il y a plusieurs façons de nous rejoindre. C'est soit par téléphone, texto, par courriel, puis par téléphone ou sans rendez-vous aussi, j'en reviendrai. Mais par texto, c'est un intervenant qui répond. On travaille du lundi au vendredi, mais c'est très rare de tomber sur une boîte vocale en nous appelant. On n'est pas un service de crise, mais reste que des fois de savoir que j'ai parlé à quelqu'un, j'ai un rendez-vous jeudi avec mon intervenante qui s'appelle Sarah, mettons, ça va juste sécuriser le temps d'attente versus, je suis allée à l'accueil psychosocial, j'ai rencontré une intervenante, elle était bien fine, elle m'a permis de ventiler, mais là, je suis sur une liste d'attente pour le GASMA, puis je sais pas quand est-ce que je vais avoir des services. Donc, on guérit pas tous les problèmes, on ne règle pas toutes les situations, je vais pas me vanter de ça, mais des fois, juste d'avoir pu, OK, j'ai pu parler à quelqu'un, on a un plan d'action, on sait qu'on s'en va vers ça, puis je vais pouvoir rappeler cette personne-là de manière ponctuelle durant l'attente, ça va faire toute la différence dans la vie de certains jeunes et de leur famille aussi, là, par le fait même. Ça rajoute une dimension plus humaine, chaleureuse, on se sent moins peut-être, j'imagine, comme un... OK, je suis un numéro, je suis sur, j'attends pendant qu'il y a des situations qui... Tout à fait. Et nous, il n'y a pas de temps d'attente à Air ouverte. C'est parmi nos approches vraiment importantes. On n'a pas de liste d'attente, en fait. Des fois, ça peut prendre 2 jours avant de voir quelqu'un, mais on peut voir quelqu'un dans la même semaine. Là, fait que c'est quand même assez rapide d'avoir accès au service. On a du sans rendez-vous aussi, donc tu peux te présenter sur place. Il y a une infirmière ou un intervenant psychosocial qui est là pour te rencontrer. Fait on remarque que ça fait vraiment le changement parce que ça a été prouvé dans plusieurs études que les jeunes, c'est ici maintenant mon besoin. Puis si tu y réponds pas, ça se peut que ça prenne 8 mois avant que je refasse une demande. Fait qu'il faut répondre aux besoins là maintenant. Les délais d'attente, des fois, si c'est trop long, on perd le momentum et on en échappe. Voilà. Avec les hommes aussi? Avec les hommes aussi. C'est quelque chose qui est... On a beaucoup de jeunes hommes aussi. Qui est dans la recherche, là, de même les jeunes, les hommes plus âgés. Souvent, la demande d'aide n'est pas facile. Puis, tu sais, à cause de la socialisation, à cause d'un paquet de choses. Puis, quand ils décident de prendre le téléphone pour aller chercher de l'aide, c'est parce que ça va mal souvent. Ouais. C'est là. C'est là que ça se passe. Là. Il faut pas que je tombe sur une boîte vocale parce que je rappellerai plus jamais. J'ai essayé, ça marche pas. Non, ils me répondent pas. Fait que vous avez quelqu'un... Votre appel était important pour nous. Non, mais honnêtement, on répond quand même. Tu sais, si c'est pas notre intervenant qui est là, il y a quelqu'un d'autre qui est en charge du téléphone. Par texto aussi, ça facilite beaucoup d'interventions. Des fois, si je veux pas parler à quelqu'un,
quelqu'un. Je veux juste savoir que j'ai un rendez-vous telle date ou que je peux me pointer à tel endroit. Fait que ça fait vraiment une différence aussi là, pour les gens. Puis c'est une porte d'entrée vers tout le système de santé. On n'est pas une porte d'entrée pour tout. Pas pour tout, mais... On n'est pas un guichet d'accès, ni mais de ça triage. doit aider les jeunes quand même d'avoir un... Juste de parler à quelqu'un des fois qui sait un peu comment ça fonctionne, le réseau de la santé. Moi, je pense qu'il faudrait qu'il explique ça à l'école. Là, on avait une discussion avec des collègues l'autre fois. Il faudrait qu'il explique comment ça marche, le réseau de la santé. Ouais. Ça l'aiderait tellement de choses. Mais juste de parler à quelqu'un qui dit « Hey, OK, bon, regarde, on va faire une demande. Ça va prendre tant de temps à peu près. Là, ils vont t'appeler. Ils vont te donner un numéro. Ils vont te faire l'évaluation au téléphone. Réponds au numéro masqué parce qu'ils appellent en numéro masqué. Ça fait toute la petite différence de « je vais répondre quand ils vont m'appeler. Puis si tu veux, je vais venir avec toi au premier rendez-vous. » OK, jackpot, tu sais, maintenant, j'ai une référence personnalisée par quelqu'un. Ça se peut que moi, j'ai le courriel de l'intervenante, que je peux y écrire pour lui dire, hey, je sais qu'il manque des rendez-vous. Veux-tu qu'on se parle ensemble, voir comment est-ce qu'on peut mettre des choses en place? Ça fait toute la différence, là, vraiment. Oui, dans l'accessibilité. Oui, puis je sais pas si je le mettrais à l'école, par exemple, parce que le temps qu'ils deviennent adultes, probablement ça que ça va changer. Là, il va y avoir une autre réforme, mais reste que... de comprendre au moins en général, tu sais, qu'est-ce que je peux aller chercher comme service généralement dans un CLSC. J'ai le droit de demander de l'aide. J'ai le droit de demander de l'aide. Tu sais, les lignes d'écoute, les choses comme ça devrait être tellement mis de l'avant. Il y a plein de lignes d'écoute un peu qui existent sur plein de problématiques, mais est-ce que vous recommandez de plus de vous appeler directement si vous êtes un jeune en difficulté? Non, parce qu'on n'est pas là pour être un service de clavardage ou d'écoute. C'est ça. J'entends le texto et tout ça. Oui, mais c'est plus dans le but de chercher des informations. T'sais, un jeune qui nous écrit « Allô », on va comme chercher un peu à comprendre quel est ton besoin, quelle est ta demande. Puis on le marque très bien qu'on n'est pas un service de clavardage ni d'urgence. Là. On réfère les gens beaucoup vers les lignes d'écoute qui sont plus outillées que nous, en fait, pour ça aussi. Là. Donc, vous n'êtes pas un centre de jour pour venir se reposer, jaser. Puis on n'offre pas de douche non plus, on n'offre pas d'hébergement, on n'offre pas ça, mais on peut offrir un petit peu de réconfort à quelqu'un qui vit une situation puis qui ne sait pas vers où se tourner, en fait. Vous venez dans les organisations communautaires aussi, justement, en marge. On a des présences à votre côté. Vous allez sûrement dans d'autres. Je ne sais pas si vous cherchez encore des endroits à investir, mais si vous êtes un organisme communautaire qui se demande, hey, ils sont bien cool, les aires ouvertes. On a il y a plein d'aires ouvertes sur l'île de Montréal. Donc, on est tout le temps intéressé à des nouveaux partenariats selon nos disponibilités puis la mesure du possible, parce qu'on veut continuer à faire nos suivis. On aime bien ça, faire du reaching out dans les organismes communautaires, mais il faut qu'on voit nos gens quand même à notre local. Mais on va dans d'autres organismes. Je vais parler pour la nôtre, mais on va dans la rue une fois par semaine aussi. Dans la rue? Dans la rue. Chez POPS, là, en fait, pour les jeunes en situation d'itinérance. Ouais. Moi, je m'occupe plus du Sud-Ouest, donc on est au CJE Sud-Ouest, puis au CLSC Saint-Henri. On va dans des écoles de métier aussi, dans des écoles de francisation. Qu'on se déplace un peu, puis on est souvent interpellé pour aller présenter nos services ou animer des ateliers dans d'autres organismes communautaires ou des écoles, etc. OK. Ouais. Super intéressant. Merci. Oui, je veux pas négliger ce que tu as dit. Je trouve ça intéressant quand tu parlais de justement la socialisation des hommes puis l'intervention qui viennent quand même vous chercher du soutien, un peu moins, j'imagine, que les femmes. Mais comment ça se passe c'est quoi l'intervention? Comment elle est différente un peu par... Avec les hommes? Les gens qui sont réfractaires, ça peut être homme ou quoi que ce soit, mais... Qu'est-ce qu'on... Quand tu reçois juste un allô puis tu sais pas trop quoi faire avec, là, qu'est-ce que tu fais avec? Ouais, je pense qu'il y a quelque chose qu'on essaie de mettre le focus, c'est... Souvent, dans les services sociaux, on est dans une approche, il faut demander de l'aide, on donne l'aide à ceux qui le demandent, mais parfois, avec les gens qui ont des mauvaises expériences, avec l'intervention en général, avec les services. Des fois, il faut faire un petit peu plus d'efforts, puis qu'ils comprennent notre rôle versus la DPJ. Il y a des gens, ils veulent pas parler à personne. Puis des fois, ça veut dire de recevoir de la colère, de répondre à des incompréhensions, de clarifier certaines choses. En fait, la colère, c'est correct. Souvent, la colère n'est pas dirigée envers nous, elle est dirigée envers le système. Je pense que c'est une grosse partie. Puis là, je fais le lien avec
les hommes, beaucoup, ils s'expriment par la colère, tu sais, puis ils vont parler à leur enfant contre qui ils sont fâchés au travers de toi, tu sais, mais c'est toi qui le reçois, mais c'est une émotion qui est valide, puis qui... Je pense que cette partie-là, d'accepter, de pas dire « Ah, ben là, calmez-vous, ça marche pas. » Quelqu'un qui est fâché, c'est aussi valide que quelqu'un qui pleure au téléphone. Puis il faut être capable de faire face à toute cette gamme d'émotions. Cette gamme d'émotions, voilà. Fait que il y a ça. C'est aussi de faire du reaching out, c'est prouvé qu'avec les hommes aussi d'appeler. Hein, comment ça va? C'est quelque chose qui est souvent pas une pratique qui est répandue. Les gens doivent demander des services, mais... Relancer. Ouais, relancer. Hein, on s'est parlé la dernière fois. Ouais, être à l'écoute du non-dit pendant un contact. Tu sentais que quelqu'un a l'air... il va pas en parler beaucoup, mais il a l'air un petit peu... ça n'a pas l'air de trop bien filer. Ouais, on va relancer. De prendre le temps de faire ça. S'adapter aussi au type, parce que là, on parlait de téléphone. Il y a d'autres services un peu, d'autres manières de rejoindre là, qu'on a développé un peu. Ouais, j'ai vu votre site web. Là, tu te connais bien. Ouais, ben, il y a... À la base, le volet famille, c'était par téléphone. Là, avec la pandémie, le visio est apparu. Et là aussi, on fait du présentiel. On a un beau bureau qu'on peut recevoir les parents puis aller à domicile ou dans des cafés ou un parc. Puis ça permet vraiment... c'est plus agréable. Puis on a un contact. Ça facilite parfois là, d'être en personne. Puis pour des gens qui n'ont pas la possibilité de se déplacer, je trouve ça plus inclusif. Parce qu'on est situé centre-sud. Centre-sud, on est près du métro Baudry, mais on reçoit puis on soutient plein de familles qui sont très, très éloignées de ce quartier-là. J'ai reçu une référence de Québec tantôt à suivre, voir si ça va se matérialiser. Mais on a des gens à Laval, des gens Huntsic, nord de l'île, tout ça. Donc, on peut pas toujours se déplacer parce que des fois, ça prend 1 heure aller, 1 heure retour. Mais ça vaut la peine, ça peut aider à débloquer certaines situations, juste d'aller en personne chez le lieu. Puis moi, je trouve ça super intéressant. Je trouve que c'est vraiment une chance de pouvoir être chez les gens. Puis, c'est un privilège. C'est un privilège, exactement. Et où je voulais aller avec ça, c'est qu'est-ce que ça amène avec les gens, les jeunes qui, au début, justement, je dis qu'en marche, c'est souvent un service pour les parents dont les jeunes ne veulent pas de service, mais ça permet de faire un premier contact, des fois, avec le jeune, au travers de « Hey, on est dans le milieu, on parle, il nous voit », puis éventuellement de créer un petit lien. Ça peut amener à des rencontres familiales pour parler de est-ce qu'il y a des conflits à la famille, est-ce qu'il y a des demandes de part et d'autre qu'on veut faire, mais quand on en discute, ça dégénère. Là, on peut être une présence un peu... plus rassurante ou comme pour s'assurer que chacun puisse parler puisse s'exprimer librement et que ça se passe le mieux possible. C'est ça, donc on peut faire des rencontres familiales puis éventuellement même référer à quelqu'un en proximité, en marge ou à aire ouverte si le jeune a besoin d'un peu plus d'accompagnement pour lui directement, parce que moi, c'est vraiment... Pour les parents. Pour les parents. Ça arrive c'est ça, des rencontres familiales aussi. Mais ça s'est vu, des situations où le jeune ne voulait pas de suivi, il n'en a jamais voulu. Puis là, finalement, on réussit tranquillement, juste par le fait d'être là, de prendre notre temps. C'est une approche qui est quand même informelle. On est beaucoup dans... un jeune, l'autre jour, il montrait ses jeux vidéo, puis on parlait de ça, puis tout ça, d'animer, puis... Je suis encore un adolescent. Fait que ça m'aide avec les jeunes. Ça facilite. Un peu jeune d'être avec les jeunes. Mais c'est ça, parfois, ça peut amener d'autres... en prenant notre temps, avec des gens qu'on taguerait qui veulent pas de service ou qui sont récalcitrants, là, on peut amener un suivi ou rétablir la confiance envers la relation d'aide, tout court. C'est bien dit. Fait que, je dis pas que ça marche toujours, mais... Aller en personne, voir les jeunes aller dans le milieu, c'est une porte pour ça. Puis de plus en plus, je vois encore plus le plus-value. Ou même de le proposer, sans nécessairement que finalement ça se concrétise, mais d'avoir cette option-là. Nous aussi, on se déplace, on va dans les milieux, on va dans les écoles, on va dans... de savoir que l'intervenante peut venir te voir dans ton milieu, peut se déplacer, ça
ça fait, tu sais, vraiment, ça facilite des fois le contact, comme tu dis, puis de rétablir la confiance. Là, elle n'est pas menaçante, je l'ai vue, elle arrive avec ses affaires. Tu sais, ça, la personne que tu es, de voir la personne en personne, ça change l'opinion que tu as au téléphone aussi. Donc, puis de redonner du pouvoir, parce que souvent, ben, pour les familles que j'ai vues qui vivent, qui sont en suivi avec la DPJ, souvent, c'est assez imposé. La DPJ, bon, ils travaillent, c'est du 9 à 5. Oui, certains, puis je veux pas généraliser, ils sont bien occupés, puis ils ont une structure qui est plus rigide. Et souvent, bon, les parents doivent prendre des congés de leur travail, prendre des journées pour avoir des suivis avec... Ils n'ont pas le choix, puis c'est correct. Mais là, de dire, OK, nous, on a un horaire qui est plus flexible, souvent des fois en soirée, plus tôt. Est-ce que tu veux que ça soit chez toi, au téléphone, dans un café? On a un petit budget pour payer le café aussi, qui est le fun. Fait que, est-ce que tu veux que ça soit un moment... Faut le cash en marche. Un moment, tu sais, pour sortir de la maison, où tu peux prendre soin de toi, puis on va au Starbucks, puis... Viens chez nous. Ou aller à la maison si c'est plus confortable. Ouais, c'est ça, j'ai un divan si t'as besoin. Puis tu sais, des fois, c'est que si la maison est un milieu problématique, je veux dire, si c'est là que les conflits ont lieu, s'il y a d'autres enfants dans la maison, s'il y a d'autres... Des fois, c'est pas propice de parler au téléphone quand t'as ton enfant de 5 ans qui t'interpelle. Fait que de pouvoir sortir, c'est vraiment génial là, que vous fassiez ça. Ne serait-ce que d'y aller peut-être une fois pour dire hey, je suis venu dans ce milieu, je comprends la réalité un peu plus. Là, je vais pouvoir me l'imaginer quand on va se voir ailleurs. Ça peut être le fun, ça aussi. Dans la mesure du possible, c'est ça. Ça donne aussi une autre dimension de voir la famille ensemble, comment ça interagit. Si ça aide à avoir une autre perspective des situations. Je trouve ça intéressant. Je t'en avais déjà parlé, là, mais au début, c'est vraiment famille qui s'est rajoutée au service aux jeunes. Puis là, de plus en plus, c'est que ça se renverse un peu à certains niveaux où on a des familles qui sont soutenues avec des jeunes qui ne sont pas dans la marge nécessairement, mais qui sont les jeunes qu'on apprend à connaître via l'axe famille sont donc référés peut-être à du travail de proximité pour approfondir certaines choses. Fait que c'est comme une tendance qui se renverse. On a de plus en plus de personnes là, qui sont à l'axe famille, justement. Fait que ça, c'est le fun aussi à observer. Puis dans les choses que vous faites que je trouvais super intéressant aussi, parce que c'est une chose qui dépasse un peu la direction d'en marge. Là. J'en parle comme quelque chose d'un peu externe parce que c'est vraiment l'autonomie de plus en plus de toute cette grande machine qui me dépasse. Puis c'est beaucoup grâce à des initiatives de personnes là, comme toi qui ont juste décidé hey, ça, faudrait essayer d'aller vers ça. T'sais. Fait que, bref. Le lien que je voulais faire, c'est avec les centres jeunesse, justement. Puis je pense que les deux, vous travaillez un petit peu avec les centres jeunesse, mais notamment d'être présent sur une table de révision ou quoi que ce soit avec les jeunes. Là, comment ça se passe, Louis? Au tribunal. Oui, quand tu dois accompagner le parent qui a... Le jeune, évidemment, tu sais, la grosse machine est là pour protéger puis être là pour le jeune. Je pense que c'est un choix de société qui a été fait puis qui est encore fait. Là. Mais tu as 8 personnes pour le jeune puis tu as une demi-personne peut-être qui est là pour le parent qui comprend rien puis qui n'a pas nécessairement les mêmes moyens, comme tu dis. Comment c'est d'être là puis de peut-être sentir que ta présence est pertinente pour le parent? Mais souvent, je fais pas grand-chose. Dans le sens que c'est beaucoup une affaire de présence. Puis moi, quand on va réviser un plan d'intervention, des rencontres familiales, mon but, moi, c'est de parler le moins possible. T'sais, je veux pas parler à la place du parent. Souvent, on se prépare, c'est dans l'accompagnement de OK, c'est quoi les points que tu vas amener, où tu veux que je te supporte, quel rôle tu veux que je prenne. Moi, dans mon idéal, c'est des fois, c'est juste une présence où la personne se sent plus en sécurité de nommer certaines choses et où parfois, ben, ça influence, j'imagine. J'ai l'impression quand même comment les intervenants, la DPJ, peuvent s'y prendre aussi. D'avoir une autre personne, une autre paire de yeux. Ça reste que je pense que c'est l'effet... juste la présence a l'effet de rétablir une certaine... de rétablir la relation de pouvoir. Puis, fait que moi, j'adore ça. Puis, tu sais, ce rôle-là continue, le rôle au volet famille s'élargit de mois en mois. Puis, moi, j'aime ça, prendre plein de responsabilités puis pas me mêler de mes affaires. Fait que là, Anne, je vais voir Anne Macuardo. Je peux-tu faire ça? J'ai-tu le droit de faire ça? Puis là, comment? Mais là, c'est sûr. Là, j'explique. Puis finalement, le rôle finit par... C'est le fun, cette autonomie-là, de voir, on peut faire ça. C'est aidant. On n'est pas juste, mais on peut sortir d'une position qui est plus passive à écouter puis donner cet espace-là où les gens, ils parlent
de la colère de qu'est-ce qu'ils vivent avec le système, puis de aussi, OK, ben qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Préparer une audience, ça m'est arrivé cet été aussi. Donc, moi, j'aime, pour moi, pour répondre à ta question, en tant qu'intervenant, ben, ça me permet aussi de faire face à l'impuissance, parce que c'est beaucoup d'impuissance, c'est le métier qu'on fait. Dans les situations, il y a des enjeux de société qui nous dépassent, puis les parents nous remettent, on la vit avec eux, l'impuissance, on essaie de la contenir, mais là, si on peut concrètement s'impliquer pour amener des petits changements, ramener du pouvoir aux personnes, ben c'est merveilleux. Pour nous, il y a quelque chose de réparateur aussi en le faisant. Ouais. Toi, Anne, tes liens / ceux d'Air ouverte avec la DPJ, les centres jeunesse et tout ça, comment ça se passe? Ben nous, notre majeur, c'est plus des jeunes qui vont finir leur moment à la DPJ, vont se ramasser avec plus le support, je veux dire support, mais l'intervention de la DPJ et tout ce que ça l'englobe, donc le milieu institutionnel que ça l'amène, puis le fonctionnement institutionnel aussi. Fait qu'on a des foyers de groupe, ça te fait sourire ce que je dis. Mais non, mais beaucoup de non-dits, on dirait. Non, mais c'est pas des non-dits, mais il y a un fonctionnement, tu sais, je veux dire, si t'habites dans un foyer de groupe ou si t'habites en centre jeunesse, dans les hébergements vraiment de centre jeunesse, il y a une routine, il y a des éducateurs qui sont là, qui peuvent te répondre à ta demande quand tu te ramasses à 18 ans, puis que là, t'as plus ça, puis que t'as toujours vécu ça, ben on parlait tantôt, là, tu tombes un peu dans le vide, puis si t'as personne pour te ramasser, ben ça se peut que t'aies un petit passage à la rue, ça se peut que t'aies... Puis tu sais, là, en ce moment, on parlera pas de tous les enjeux de notre société en ce moment, mais la recherche du logement, du travail, de tout, tu sais, si tu sais pas comment faire une demande d'aide sociale, si tu sais pas... Il y a plein de démarches que si tu sais pas comment les faire, puis personne te l'a montré, puis que tu n'as pas de PQJ ou de réinsertion. C'est le programme de qualification jeunesse, qui est un service d'accompagnement qui est offert à certains jeunes que leur projet de vie est un retour à l'autonomie. Voilà, donc qu'il n'y a pas de retour à la maison d'envisager ou de possible, puis que c'est plus vers l'autonomie, donc la recherche de logement, d'emploi, etc. Certains jeunes ont l'accès privilégié aux services de PQJ. Donc, parfois, les PQJ viennent nous voir aussi à Air ouverte pour qu'on soit dans le coffre à outils du jeune, en fait. Tu sais, sache que tu peux aller chercher des services-là si jamais tu en as besoin, si jamais tu perds le contact de ton PQJ, si jamais, peu importe. Tu sais, donc, on est plus utilisé comme ça avec la DPJ en ce moment. Plus dans mettre un filet de sécurité, être dans le coffre à outils du jeune. Oui, exactement. Dans la transition de la vie adulte, je dirais. On côtoie certains jeunes qui sont en fugue, qui viennent à Air ouverte. Donc, ah ouais? Ben oui. Pendant leur fugue? Pendant leur fugue. J'aime ça. Vous appelez la police dès qu'ils arrivent? Non, tu sais, on est fin. Mais non, je veux dire, pas qu'on négocie, mais on veut que le jeune vienne chercher des services chez nous. Tu sais, surtout qu'on veut assurer la sécurité du jeune. Donc, si on a à signaler, on va le faire en toute transparence avec le jeune. Des fois, on va appeler l'éducateur au centre avec le jeune pour lui dire que il est dans notre bureau, mais que comme on l'a vu, il est en sécurité, etc. On sait qu'il va dormir en marge la nuit prochaine. Fait que, tu sais, on travaille là-dessus, puis le jeune va le savoir si on fait un signalement. Là, c'est totalement contre-productif de faire un signalement dans le dos de quelqu'un, à mon avis, professionnel. Fait qu'ils vont le savoir. Ça permet des fois de maintenir le lien de confiance. Je suis authentique avec toi, je te dis ce que je fais, ça change tout. Exactement. Puis, tu sais, de dire, tu sais, si tu arrives à Air ouverte puis que tu me dis que tu es en fugue, je fais partie d'un ordre professionnel, je suis tenue de... Tu le sais maintenant. Alors, tu sais, c'est un peu ça. Au même titre qu'on travaille avec des jeunes en exploitation sexuelle qui viennent du programme Sphère, que vous avez parlé plusieurs fois. On n'en reparlera pas, là. Mais je veux dire, tu sais, fait que c'est le même genre de pas d'entente qu'on a, mais je vais dire, l'attitude qu'on se permet d'avoir avec ces jeunes-là, toujours dans un but de maintenir un partenariat puis d'assurer au final la sécurité du jeune puis l'accès aux services. T'sais. Voilà. On travaille avec vous. Puis là, je me souviens plus c'était quoi ta question initiale de tout ça. J'en ai une autre. Vas-y. Pourquoi tu travailles là? Ah, mais moi, ça, c'est une belle question. J'aime ça.
j'ai un parcours quand même assez varié dans plein de milieux. Là, j'ai travaillé en pédopsychiatrie, j'ai été dans le Grand Nord, j'ai fait... Bon. Par contre, la seule... Tu parles de Laval, là? Hein? Tu parles de Laval? Non, le Grand Nord, genre Nunavik, là, où il fait moins 42. Là. Ouais, Saint-Jérôme, c'est quasiment chez nous. C'est très Montréal-centriste dans notre podcast. Voilà. Non. Mais moi, c'est la jeunesse qui me passionne. Depuis toujours, en fait, là, depuis que j'ai décidé d'être infirmière, je faisais mes stages avec des personnes âgées, puis j'étais comme, oh my God, ça ne fonctionnera pas. J'ai failli faire un changement de carrière 12 fois à peu près. Puis quand je suis arrivée à mes stages en pédopsychiatrie, j'étais comme, OK, mais c'est ça que je veux faire. Moi, je veux travailler avec les jeunes. Je trouve qu'il y a tellement... Tu as parlé tantôt d'apprendre la marginalité, mais je trouve qu'on a tellement à apprendre des jeunes. Je trouve que on peut leur apprendre aussi, puis que souvent, ils sont tellement modulables. Je veux pas le dire comme ça, mais il y a certaines choses qui sont pas encore cristallisées. Des fois, on peut comme aller utiliser de la pâte à modeler, refaire certaines choses. Puis, tu as toujours fait comme ça dans ta vie. Ça a donné tel résultat. Hey, moi, je te propose de peut-être faire ça. Qu'est-ce que t'en penses? On va l'essayer. Si ça marche pas, c'est correct. On va réessayer d'autres choses. Mais on a des fois cette opportunité-là avec la jeunesse qu'on n'a pas des fois chez des gens que ça fait peut-être 75 ans qui fonctionnent comme ça. C'est beaucoup plus difficile d'aller changer des modes de pensée ou changer des façons de réagir à certaines choses quand c'est ancré dans quelqu'un depuis si longtemps. Puis je trouve que les jeunes, c'est très stimulant, là, je veux dire, c'est le fun. Il y a beaucoup de créativité qui sort des jeunes. Il y a beaucoup, tu sais, c'est... En tout cas, bref. Fait que j'étais à Air ouverte parce que j'adore les jeunes, de un. Mais aussi, je trouve que... À Air ouverte, en ce moment, on remplace pas aucun service dans le réseau. On vient en complémentarité à ce qui existait déjà. On entend que professionnel de la santé, je trouve que j'ai une énorme autonomie professionnelle à Air ouverte. Je me suis nommée comme infirmière, mais je me considère comme intervenante aussi à Air ouverte parce que je prends la personne, pas juste pour ta santé physique, qu'est-ce qui se passe avec toi. On a une approche bio-psychosociale, fait que ta santé physique, mais ta santé sexuelle, ta santé mentale, ta situation psychosociale autour de toi, parce que tout ça influence la personne puis la problématique de la personne. Tu sais, si je traite tes pieds qui ont des engelures, puis que c'est parce que tu n'as pas d'argent pour te payer des souliers, puis que tu dors dans la rue, puis que tes parents, je sais pas, tu t'es fait abuser par tes parents ou tu as vécu de la violence ou toutes sortes de traumas, mais ça me donne absolument rien de juste patcher tes bobos puis te dire bye et tu vas revenir avec tes engelures. Tu sais, fait qu'on va travailler à la place, ça va être soit moi ou mon collègue travailleur social de voir qu'est-ce qu'on peut offrir comme service à cette personne-là. Voilà. Fait que t'es un mélange d'infirmière, d'intervenante. Ouais. Une infirmenante. Un infirmenante. Infirmenante. Je dirais les engelures et les enjeux. Voilà. On va mettre ça dans le titre de ta description. Parfait. Ouais, OK. J'aime ça. J'aime ça. Louis, Pourquoi tu travailles avec les familles? Parce que moi, je connais ton parcours un peu. Ouais. Je sais que tu as travaillé avec les jeunes. Je travaillais avec les jeunes. C'est fini. C'est fini. Non, moi, je travaillais avec, que je l'ai dit tantôt, en itinérance adulte là, pendant presque 5 ans. À peu près 5 ans, avec la maison du père, pas de la rue, tout ça. As-tu une expérience similaire un peu avec aller en jeunesse? T'as ça? Plus d'espoir? Quelque chose comme ça? Non. C'est pas ça qui... En fait, un petit peu n'importe quoi, la fille à côté. Non, mais je comprends tout à fait d'où tu viens, mais... Moi, ça a plus été avec les adultes que j'ai travaillé et ça me faisait peur de travailler avec les jeunes quand même. Parce qu'il y a quelque chose de déstabilisant avec les jeunes. Ils sont bons pour te saisir. C'est plus dur de se cacher, j'ai l'impression, qu'avec les adultes. Mais ça a été super intéressant. Mais je pense que je suis plus un gars d'intervention adulte. Mais j'aime quand même le contact avec les jeunes. Je reste à l'hébergement. Je passe du temps à l'hébergement. Je parle avec les jeunes. Mais pourquoi la famille? Je pense que j'aime ça quand les gens ils s'aiment. Tu sais, moi, régler des conflits là, qui m'appartiennent pas, là, je me donne là-dedans. C'est-tu de la codépendance? En tout cas, c'est c'est un rôle que j'ai souvent pris. Je fais des blagues, mais tu sais, dans ma vie, j'aime ça quand les gens peuvent se comprendre, quand
c'est ça, quand les gens sont en harmonie. Fait que peut-être c'est pour faire face au divorce de mes parents, là, qu'il y a quelque chose de pas résolu. Mais On va parler de tes traumas. On va changer l'angle. Le prochain épisode, ça va être Louis et ses traumas. Oui, ma vie, mes traumas. Okay, 5 épisodes, là, plusieurs volumes. OK. Mais non, mais pour vrai, je pense qu'on est toujours... C'est des blagues, mais en intervention, je pense qu'il y a toujours quelque chose qui appartient à notre biographie, qui fait... qui explique un peu... pourquoi on est là-dedans. Ouais. Fait que tout ça, ça m'attire. Je trouve les parents vraiment fascinants et inspirants. Je trouve que c'est des héros. C'est des héros de l'ordinaire, les parents, parce qu'il n'y a pas grand-chose de plus fort qu'un parent qui aime son enfant. Puis il y a quelque chose que je trouve super. Moi, j'écoute les récits des gens. Je pense que j'aime les adultes aussi parce qu'ils vivent des vies. Il y a du beau, il y a quelque chose, il y a de la résilience partout, puis il y a quelque chose qui est très inspirant. Puis moi, je serais comme, je sais pas à leur place comment je réussirais à surmonter ces épreuves-là. Puis si je peux être quelqu'un qui peut les aider sur leur chemin, essayer de leur amener des ressources. On parle d'aptitude parentale, mais souvent, c'est beaucoup une question de ressources, de conditions de vie, je pense que c'est important de le nommer... d'enlever un peu de responsabilité qui est beaucoup sur les épaules des personnes. On a tendance à individualiser les problèmes. T'es un bon, t'es un mauvais parent, mais faut penser à qu'est-ce qui se trouve dans les ressources dans la vie de ces personnes-là, les oppressions auxquelles ils font face, puis essayer d'enlever un petit peu de responsabilité, d'en prendre une petite charge sur mes épaules, puis de pouvoir les soutenir là-dedans. Fait que, ouais. Je pense que je suis allé dans plusieurs directions, mais... Tu sais, dans le fond, toi, tu les prends quand ils sont rendus avec beaucoup de bagages, parfois beaucoup de choses. Puis moi, je les prends, ils ont un petit peu de bagages, puis c'est le fun de voir où je les projette après. Tu sais, qu'est-ce que je pense qu'ils vont devenir, ces jeunes-là, ou etc. Puis toi, tu les prends après. Oui, ouais, puis faire tu sais, les aider à construire du sens avec leur vie, qu'est-ce qu'ils ont vécu, pourquoi ils sont rendus où ils sont, puis c'est d'où ça vient leur force comme parents, leurs défis, puis essayer de faire du sens avec ça. Fait que, T'as-tu des jeunes parents d'enfants ou c'est vraiment... C'est des parents d'adolescents. Écoute, peut-être qu'on pourra faire les enfants de... les jeunes d'en marge qui deviennent parents. T'sais. Parce qu'il y a cette roue générationnelle un petit peu de il y a beaucoup de parents qui ont vécu des situations qui ont été sous la protection de la jeunesse, qui ont fugué, qui ont... Il y a une répétition de certaines choses. C'est jamais pareil, puis, mais oui, on le voit quand même. Nous, on en a quelques jeunes parents, ça arrive parfois, là, on en a eu, là, mais c'est ça aussi, tu sais, des fois, c'est du... Ils recommencent, puis là, eux ont eu un parcours DPJ, puis là, ils ont 20 quelques années, mais là, oups, ils ont un enfant, fait que là, oups, la DPJ est revenu, puis là, comment? Fait qu'on deal un peu avec ça, là, parfois. Air ouverte, oui. Vous allez demeurer dans le temps, malgré tous les changements? Je ne pourrais me positionner à 100% là-dedans parce que seul l'avenir nous le dira. Ou François Legault. Ou François Legault, ou le nouveau Lionel Carman qui sera. Oui. Qui est-ce, nous ne le savons pas. Mais j'ose espérer qu'Air ouverte va grandir dans le temps et continuer de prospérer. Conserver ses médecins aussi? Qu'est-ce qu'ils pensent, les médecins? J'espère. Nos médecins sont des médecins qui sont extrêmement investis. C'est des amours et des perles, nos 2 médecins qui travaillent avec nous. Nos psychiatres aussi là, qui travaillent avec nous. Donc, on a comme 2 médecins omnipraticiens, puis 2 psychiatres qui travaillent avec nous, qui sont dévoués à la jeunesse et aux personnes marginalisées, là, et qui nous font gracieuseté de leur temps, là, vraiment. C'est précieux pour nous, les plages horaires de nos médecins puis nos psychiatres. J'ose espérer qu'ils vont rester avec nous malgré tout ce qui se passe. J'ai pas tant d'inquiétude qu'elle quitte non plus, mais ouais. C'est pas facile. C'est un temps pas facile et d'incertitude pour beaucoup de choses. Mais je suis quand même très optimiste pour la suite. On a des beaux projets à Air ouverte aussi. Donc,
Comme quoi, c'est le temps de pitcher. C'est le moment, là. Les blogs, c'est là que ça se passe. Puis en plus, c'est que ça a un rapport avec les familles, en plus, là. Donc, voilà. Mais on fait un événement famille une fois par année à Air Ouverte, en fait. On avait jadis, on a un comité jeune à Air Ouverte, j'en ai pas parlé, mais des jeunes qui souhaitent collaborer au développement d'Air Ouverte puis à l'amélioration de nos pratiques, nos soins, etc., qui se rencontrent une fois par mois pour discuter d'enjeux. On les sollicite pour plein de trucs, là. On veut faire des documents récapitulatifs de nos services, mais comment on devrait l'écrire pour que ça soit plus accessible pour les jeunes? On a eu un nouveau local, comment le faire, en fait. Ça a été même jusqu'à choisir les chaises et comment placer les locaux, là. J'étais là au magasinage de chaises avec les jeunes, fait que je m'en souviens très bien de couleurs de murs et de chaises et de toutes sortes d'affaires. Fait qu'on les sollicite, c'est un moment super agréable pour eux. Puis on avait l'équivalent côté famille, parents, famille, proches. C'était plus difficile de maintenir des rencontres dans le temps à chaque mois, surtout au niveau, tu sais, de l'implication puis de garder ça vivant, je dirais. Donc, on s'est tourné vers un événement famille. Puis, on veut vraiment amener ça ailleurs. Pour l'instant, c'est des rencontres avec des organismes communautaires qui nous amènent des parents, des choses comme ça. On discute, puis c'est plus en mode d'échange, je dirais. Là, on vise vraiment dans les prochains mois, années, à prendre les conclusions de ces événements-là puis aller l'appliquer dans notre approche à Air Ouverte. Un peu comme je disais tantôt, le jeune, quand il repart chez lui, c'est ses proches, c'est sa famille qui est autour. Puis nous, on a beau travailler en individuel, si après, il y a personne pour t'aider à appliquer ce qu'on t'a appris, ça peut être vraiment très difficile. Donc, on veut rendre les choses un peu plus pérennes dans le temps. Voilà. Fait que dans les j'ai pas de projet concret à dire ou de punch à vendre, mais on est en train de développer des changements dans nos approches. Puis sinon, on commence... des sandwichs pas de croûte dans l'événement? C'est quand? L'événement, là, ça vient de passer tout juste. C'était en octobre. Je suis désolée, je sais pas pourquoi vous n'avez pas été invité. Je vais taper sur les doigts des gens qui ont organisé puis me faire un point d'honneur que l'année prochaine, vous soyez invités. Tu en as ma parole. Sinon, on a de la pizza souvent. Okay. Non, mais je pense que c'était des petites boîtes à lunch à la dernière fois. Des vraiment bonnes sandwichs, salades, petites crudités. Okay. Quand même, on offre des affaires pas pires, là, je te dirais. À notre comité jeune, c'est de la pizza, par contre. Ça c'est toujours ça qui est gagnant. Ouais, non, mais c'est ça qui est demandé, là. On peut pas faire autrement. Puis aussi, dans les prochains projets, là, on fait tous les lundis, notre père aidante va animer des ateliers pour les jeunes de 17 à 25 ans. Il va peut-être avoir du plus jeune à certains ateliers, mais pour l'instant, on vise le 17-25. Et le premier, je ne sais pas quand le podcast va sortir, mais le premier aura lieu le 1er décembre à 17h à notre Air Ouverte du métro Berry. Voilà. Super. Est-ce qu'on a l'adresse de ça? Le 10-15 rue Robin. Parfait. Proche du métro Berry-UQAM. Super. Puis on souhaite que ça reste à Ouverte parce que, tu sais, la flexibilité, l'accessibilité, je trouve que c'est des ingrédients. Je sens qu'on s'est rendu compte dans le réseau que pour les jeunes, on n'avait pas le choix, mais je pense pour la population générale, on devrait s'inspirer d'avoir des services qui sont plus à échelle humaine. 100%. Qui fonctionne plus avec comment les gens opèrent en général. Air Ouverte, c'est pas venu de rien non plus. Ça vient de d'autres modèles qui sont ailleurs dans le monde. Il y a Foundry qui est en Colombie-Britannique qui fonctionne sur le même principe là, d'accessibilité, de un endroit pour avoir plein de services, etc. Donc, on espère aussi que ça continue. C'est pour ça que c'est en anglais, No Wrong Door. No Wrong Door. Je comprends maintenant. Pas de mauvaise porte, c'est moins punché que No Wrong Door, tu sais. Ouais. Voilà. Louis, en tant que mot de la fin, y a-t-il quelque chose que tu aimerais qu'on retienne des parents et des familles que tu accompagnes? Y a-t-il quelque chose que tu aimerais qu'on retienne de leur résilience ou de peut-être quelque chose qu'on comprend peut-être pas de ces parents de jeunes qui vivent des situations difficiles qui sont souvent liées avec la protection de la jeunesse, qu'on a souvent tendance à diaboliser? C'est une bonne question avec plusieurs sous-questions.
Ben, tu sais, concernant la protection de la jeunesse, là, tu sais, chacun, on diabolise, mais tu sais, ils ont un mandat qui est pas facile, la sécurité des jeunes. Puis on a la chance, ou en marge, on est complémentaires, on n'a pas nécessairement ce rôle-là. Oui, on y participe, mais c'est pas une responsabilité légale. Donc, ça nous permet, de travailler plus en réduction des méfaits, d'avoir un peu plus de marge de manœuvre, avec les jeunes et leurs familles. Désolé. On arrive vers la fin. Les jeux de mots, je les avais retenus. On va tout sortir. Donc, on travaille en collaboration. J'ai parlé de comment on fait. On peut avoir un autre rôle, offrir un autre genre d'espace aux parents. Et les parents, ben moi, je redis, les parents, pour moi, sont essentiels. Mais la famille, on va les familles, c'est essentiel pour les jeunes qu'on travaille à ce que les liens soient maintenus avec les parents et que même si les jeunes sont placés, ben que le parent devrait toujours avoir une première place dans l'intervention. Ça devrait toujours être la priorité de maintenir des liens parce que on aura beau tout faire, mais à 18 ans, la DPJ est plus là, beaucoup de services sont plus là, puis il reste le milieu. T'sais, fait que si on a tassé la famille, ben peu importe si elle est adéquate, on la juge adéquate ou pas, c'est important de lui faire une place parce que c'est la seule famille souvent que les jeunes ont puis qui va, en tout cas, la famille choisie, c'est autre chose. Mais c'est ce qui est le premier filet de sécurité ou lieu d'affiliation après ça et qui permet c'est ça, de prévenir l'itinérance. Puis voilà, en tout cas, je lève mon chapeau aux parents. Pour moi, c'est des héros de l'ordinaire. Puis ils accomplissent... Il y a beaucoup d'amour, même quand des familles qu'on se dit c'est pas la famille modèle, il y a de l'amour partout, puis souvent cet amour-là demande juste d'être traduite parce que t'exprimer de manière maladroite c'est ce rôle-là qu'on peut essayer de prendre. Ouais. C'est le rôle que t'aimes prendre, je pense. C'est le rôle que j'aime prendre, traduire. Puis pas mêler de mes affaires aussi. Celui qui se mêle pas de ses affaires. C'est ça, voilà. Oui. Alexandre Hugh. Super. Mes parents vont revenir en son nom. Ben, on va le savoir. Prochain épisode. Le dernier de la saison avant Noël. Peut-être qu'on va apprendre qu'est-ce qui se passe. La saison 3, c'est juste Louis qui parle de ses traumas. Ah, ben... Ça serait merveilleux. On s'en jasera. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je pense qu'on a dépassé l'heure, mais on dépasse toujours l'heure. Fait qu'il va falloir qu'on donne un autre barème de limite pour la suite des choses. Merci d'avoir été avec nous. On a eu une adresse d'air ouverte en marche 12-17. Vous pouvez aller sur notre site web .ca. Notre site Internet, là, quand on écrit Air ouverte Montréal, on arrive en premier, là, Berry-UQAM, pour une raison obscure, mais toutes nos informations sont toujours à jour sur le site Internet. Là. C'est la meilleure façon d'avoir les horaires de son rendez-vous. Vous êtes la meilleure Air ouverte, de toute façon, donc c'est normal. Je ne vais pas dire ça. Il y a peut-être d'autres Air ouvertes qui vont nous écouter. Mais, tu as hoché de la tête, je l'ai vu. Mais... on rejoint beaucoup de jeunes diversifiés, je vais dire comme ça. On offre des services de qualité. Ben, c'est merveilleux. Voilà. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On est sur YouTube et Spotify comme d'habitude. Et puis voilà, bonne pelletée de neige ou glissade sur la glace selon la température. Bye bye.